Une famille, alors c'est quoi? C'est deux personnes qui se rencontrent. Là-haut, ça va être un couple en formation avec un projet commun, par exemple des enfants qui vont être ensuite témoins, c'est-à-dire victimes des violences ou parfois participer à ces violences. Et puis ensuite la famille qui va comme ça permettre la transmission de valeurs, d'un savoir, faire, être, et puis donner des repères et des référents. Diapositive suivante. Alors, si on considère que deux personnes se rencontrent autour d'un projet commun, on a évoqué, diapositive suivante, cette espèce de fantasme du prince charmant. Et très souvent, effectivement, la jeune fille va quitter ses parents, prendre son autonomie, pour aller croiser le désir, du moins pense-t-elle, d'un homme qui va lui promettre un château. Et du coup, dans son cerveau, diapositive suivante, plein d'étoiles, ça va activer ces circuits de récompense avec des zones dont je vais parler, diapositive suivante. Donc, on se situe là, tout va bien, je vais bien, je te fais rêver, tu vas venir dans mon royaume et tu seras la princesse de ce royaume. Et elle y croit. Et elle y croit d'autant plus fort qu'elle a besoin de s'extraire d'un environnement qui est parfois peu favorable, dans lequel elle a vu sa mère, parfois, se faire battre par son père. Et dans le cerveau, deux structures vont être impliquées directement. D'abord, ces structures en rouge, qui sont à l'intérieur de votre cerveau, calées de chaque côté des hémisphères. Donc au milieu, il y a un ventricule. Et de chaque côté, de manière symétrique et bilatérale, vous avez une espèce de fer à cheval, qui est l'hippocampe, au bout duquel il y a cette amygdale cérébrale. Et l'amygdale, c'est la porte d'entrée de tous les stress. Ça va vous permettre de gérer vos émotions, avec ensuite des signaux qui vont être envoyés vers le bas pour la gestion de la réalité, s'il faut fuir, courir, rester calme, et vers le haut, à travers l'hippocampe, pour enregistrer l'expérience, donner du sens et envoyer le tout vers l'avant, sachant que l'avant de votre cerveau, c'est la partie la plus complexe. Dans la phylogénèse, c'est-à-dire l'évolution du système nerveux central, ça part de bas en haut et d'arrière en avant. Et plus les structures se situent ici en avant, plus elles sont complexes. Toutes les informations convergent vers ce cortex préfrontal pour analyse, filtre, prise de décision. Donc systématiquement, lorsqu'il y a un stress, activation des amygdales cérébrales, diapositive suivante, qui vont, lorsque ce stress est important, envoyer l'information vers le bas pour activer les systèmes neurovégétatifs. Il faut du sucre, c'est l'axe corticotrope avec les surrénales. Donnez-nous de l'énergie, c'est-à-dire la matière première pour fuir ou agir, c'est le sucre. Et ensuite, activer l'ensemble des circuits, le système cardiovasculaire. On va accélérer la fréquence cardiaque pour se préparer à fuir. C'est un mécanisme archaïque. Ça, c'est hérité du début de l'humanité. Donc, stress, message qui part vers le bas, prépare-toi à agir. Mais on n'a pas encore pris la décision, raison pour laquelle les circuits vers le haut envoient l'information via les hippocampes. Attention, il se passe quelque chose, enregistre, donc il y a 2 millions d'années, non, un peu moins. C'est un dinosaure, enregistre bien si tu le rencontres par en courant, et agit, c'est-à-dire fuit, l'information elle est là-haut, elle renvoie vers le bas, on a le sucre, on a le cœur qui bat à fond, on peut partir. Ça, c'est le système, quand il fonctionne correctement, c'est le système de régulation des émotions et du stress. Diapositive suivante. Lorsque le stress est trop important, si brutalement, pour un événement T, un avion tombe à côté, là, boum, 30% de cette salle, des personnes qui sont présentes, vont présenter des symptômes de stress post-traumatique avec ensuite un PTSD, un post-traumatic stress disorder, un état de stress post-traumatique, et des symptômes qui vont perdurer avec une hypervigilance, une dépression, et ce qu'on va appeler la dissociation. La dissociation traumatique, c'est ce phénomène avec un stress aigu qui va entraîner une surcharge de tension émotionnelle et de stress avec court-circuit des amygdales pour préserver le reste, le cerveau et votre organisme. C'est comme un compteur électrique, lorsqu'il y a une surcharge électrique, un court-circuit, ça saute, ça disjoncte. Ça, c'est la dissociation traumatique. Et c'est un système de protection à la fois vers le bas, parce que sinon ça va faire mal, avec des affections somatiques, de l'hypertension, des infarctus, de l'angor, etc., voire des pathologies auto-immunes, il y a un lien entre les deux. Et puis vers le haut aussi, la surcharge, elle va nuire à votre cerveau. Donc le cerveau, pour se protéger, depuis que l'être humain, qu'il soit homme ou femme, existe, il a ce système de protection avec rupture de la communication entre les amygdales et l'hippocampe vers le haut. Diapositive suivante. Du coup, le message ne se fait pas, ou du moins en partie, puisque le filtre fonctionne rarement à 100%. Il y a des petits éléments qui peuvent filtrer, et le besoin pour le système de se refroidir, alors qu'à l'état physiologique, lorsque le stress n'est pas dépassé, une fois que l'information est partie, vous sécrétez des endorphines qui vont éteindre le système. Lorsque l'information est bloquée, il va falloir trouver un système pour refroidir l'ensemble, et par exemple l'alcool. Par exemple, les benzodiazépines, le Valium, le Lexomil, ça fonctionne très bien. Ou par exemple, de se faire très très peur. On va avoir des conduites comme ça de mise en danger pour activer les courts-circuits. Ce qui est paradoxal, avec diapositive suivante,
la constitution de ce qu'on appelle une mémoire traumatique, avec ces informations qui vont être stockées ici au niveau de l'amygdale, qui ne vont pas passer par l'hippocampe, qui ne vont pas être filtrées, mais qui restent là présentes et qui sont de temps en temps relarguées, et le besoin d'éteindre l'incendie. Ça, c'est la dissociation traumatique. Et à chaque stress, alors qu'on était au prince charmant et qu'on était arrivé au monstre, lorsqu'il y a une menace de mort, le risque ultime, diapositive suivante, lorsque cette mémoire traumatique est encapsulée, c'est que ça flambe de manière automatique, diapositive suivante. En particulier, si depuis des années, 40 ans, vous êtes menacé régulièrement d'être tué, de mort, d'insultes, de menaces, agressions, que vous alcoolisez, vous prenez des médicaments parce que ça va mal et que vous avez des conduites dissociantes, et que vous vous êtes endormi en début d'après-midi en ayant caché l'arme avec laquelle il vous menace depuis quelques semaines. Il dit « je vais vous tuer, je vais te tuer ». Donc on prend l'arme, on la charge, on la cache dans la chambre, et alors que vous êtes couché après avoir un peu mangé, un peu bu et pris des cachets, monsieur vient vous secouer et vous frappe. De manière automatique, là l'information arrive, boum, court-circuit, de manière automatique, encore une fois, alors que monsieur est parti boire un coup sur la terrasse, ça enclenche la décision, protection. Il y a une menace qui est parfois subjective, mais qui est vécue et perçue comme immédiate et réelle, et du coup il faut réagir pour se protéger. Diapositive suivante, passage à l'acte. Sur le plan de l'imagerie cérébrale, on sait que ça a un impact sur le cerveau, cette histoire, depuis la guerre du Vietnam et l'avènement de la neuroimagerie cérébrale. D'abord structurale, on voit un peu comment il est gros le cerveau, avec le parenchyme et les ventricules, et on a vu qu'il y avait un impact. Et puis ensuite, la neuroimagerie fonctionnelle, où on regarde comment fonctionne votre cerveau si on le stresse, ou simplement si on rappelle le stress à l'origine du trauma. Ça, il s'agit d'une méta-analyse qui avait repris un ensemble de résultats, diapositive suivante, et qui montrait ici la différence sur les circuits qui sous-tendent la mémoire. Donc la mémoire, il y a différents types de mémoire, mais chez les patients qui souffrent de PTSD, ils ont les altérations de la mémoire, et ça c'est la neuroimagerie fonctionnelle qui montre chez le sujet sain les fonctionnements des circuits de la mémoire, et ici, chez le sujet qui est victime de PTSD. Alors, ça se passe de commentaires. Et ça, c'est de la neuroimagerie sur une méta-analyse. Donc, on reprend tous les résultats de neuroimagerie publiés. Et c'est un papier qui est dit il n'y a pas très longtemps, qui était sorti en 2016. Donc, c'est pas juste, je suis en train de vous raconter des histoires, ça, c'est simplement sur une fonction des circuits de mémoire en termes de connectivité. Diapositive suivante. Autre résultat sur une revue de littérature en neuroimagerie, où là, on sait maintenant qu'il y a un impact sur le cerveau, et on a distingué deux types de PTSD. Les états de stress post-traumatique avec une hyper-réactivité, des gens qui sont en stress tout le temps, avec un certain nombre de répétitions. J'ai peur qu'ils m'agressent de nouveau, donc je suis prêt à réagir tout le temps. Et puis à côté, des gens qui sont dissociés tout le temps. Donc on a en gros deux tableaux cliniques, on les a comparés. Diapositive suivante. Et on s'aperçoit qu'en fait, ils sont très différents. Et globalement, les gens qui sont dissociés tout le temps, eux, ils ont plus d'altérations cérébrales. Donc on a plus tendance à avoir recours à des systèmes automatiques. Si vous n'arrivez plus à mobiliser votre cortex préfrontal, vous ne pensez plus. On n'est plus dans du rationnel et dans du logique. On est dans l'irrationnel et l'automatique. Diapositive suivante. Alors, c'est pour vous dire qu'on a des tonnes de littérature depuis la fin des années 70-80, avec une littérature de neuroimagerie qui est solide. Diapositive suivante. Juste pour vous dire que chaque événement traumatique, il est vécu et perçu de manière subjective, mais lorsqu'il est répété, il va altérer les capacités de pensée et sur le plan émotionnel et affectif de la personne qui en est victime, avec l'émergence de ce phénomène de dissociation traumatique et de mémoire traumatique encapsulée dans l'amygdale. Il y a une vulnérabilité particulière, évidemment, avec modification de la personnalité, trouble de l'adaptation, trouble du comportement et des conduites, qu'on va appeler dissociantes, pour pouvoir éteindre le cerveau, avec une altération du niveau de conscience, ce qu'on appelait le déni, qui va favoriser éventuellement déjà la position de victime et la répétition, mais aussi lorsque le système s'embrase, le passage à l'acte automatique face à une menace de destruction. Merci beaucoup Nastasia, merci Franck, et merci pour votre attention. Lorsqu'une femme parvient à s'extirper des griffes, on va dire, de son compagnon violent, est-ce qu'il y a des risques qu'elle retombe sur un compagnon violent également ? D'abord, c'est de repérer comment et ce qui a permis qu'elle s'extirpe des griffes du compagnon violent. S'il s'agit d'une décision d'incarcération du compagnon violent, c'est l'illusion sociale et judiciaire qu'on les a séparés. J'ai des dizaines de situations comme ça où, alors qu'il y avait une interdiction, le monsieur il vient me voir en consultation, je lui dis mais comment vous avez fait pour venir? Il habite 7, on est à Montpellier, vous avez eu un retrait de permis. Il me dit c'est ma femme qui m'a accompagné. Ah oui, ça c'est génial. Et donc je lui dis attendez, j'ai un problème. Théoriquement vous avez une interdiction. Il me dit oui mais docteur c'est ma femme.
Donc la messe est dite, vous voyez. Donc on n'a jamais la garantie de l'effet. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sépare, c'est de repérer pourquoi, comment il s'est séparé. Et parfois la justice a la conviction qu'ils sont effectivement séparés, c'est pas vrai. Avec cet effet paradoxal de renforcement du lien, c'est-à-dire ce couple qui dit « Regardez, même lorsque la justice m'en empêche », le monsieur qui dit « Regarde, rien ne pourra m'empêcher d'être avec toi ». Et l'autre, elle est terrorisée, évidemment. Donc le monsieur, je l'ai fait sortir, j'ai vu madame. Parce que je pense que la personne qui avait besoin de soins, c'était madame. Donc c'est repérer pourquoi, comment, et ensuite, si la personne a effectivement choisi de quitter le conjoint, c'est de lui proposer un changement d'engagement dans la relation de couple. Il est là, probablement, le premier biais, vous voyez. Donc c'était cette princesse qui va rencontrer ce prince qui devient un crapaud, un monstre, hein, de lui permettre de bien repérer ce qui se joue chez l'autre, autour de son propre désir, dans quelque chose de très psychologique et névrotique. Et ça protège, parce que sinon on est dans la répétition. Quand on a été fracassé toute sa vie, finalement, ça vous dissocie, vous allez larguer vos endorphines, et bien vous allez rechercher un peu la même chose. Vous allez retrouver un homme violent, hein, il y en a des tonnes. Donc du coup, c'est pas très compliqué de retrouver un homme violent, malheureusement, mais par contre, c'est très compliqué de faire ce travail sur soi qui va permettre de changer d'engagement dans la relation à l'autre. Et le procès est une étape, et c'est pas thérapeutique en soi. J'insiste un peu, hein, parce qu'on entend les avocats dire ça va vous soigner le procès, c'est pas vrai. Non, le procès, c'est la première étape, c'est la première étape nécessaire et pas suffisante de reconnaissance du statut de victime. Et parfois on loupe même ce rendez-vous, puisque la dame elle dit mais moi j'étais juste allée dire, c'est le procureur qui a déposé plainte, j'ai retiré ma plainte. Donc là on a loupé le rendez-vous, vous voyez, sur comment elles quittent finalement leur conjoint violent. C'est d'abord par cette prise de conscience qu'elles sont elles-mêmes victimes et qu'elles ont la possibilité de s'engager autrement dans une relation, plutôt que de subir en permanence sous couvert de « je ne renoncerai pas à mon idéal ». Cet idéal dont on a parlé, à la vie et à la mort. Je crois que vous souhaitiez réagir l'une et l'autre. Ce qui est peut-être aussi le déclic, hein, c'est lorsque l'enfant est témoin. Très souvent, les femmes, à ce moment-là, ont d'autres réactions. En se disant, moi je l'ai supporté, mais là, pour l'enfant, c'est trop. Lui-même, l'enfant est souvent témoin indirect, mais aussi parfois témoin direct, c'est-à-dire que lui aussi, il est victime parce que la violence s'exprime aussi à travers les enfants. Mathieu Lacambre, en fait, vous avez raison quand vous dites qu'ils n'arrivent pas à distinguer l'autorité judiciaire. En fait, ils ont leur loi à eux. Même quand les magistrats se prononcent avec des ordonnances de protection, ou un éloignement. On a eu ça récemment, nous avons plaidé aux assises. Récemment, une femme finalement qui avait été menacée de mort, qui avait été blessée par son mari avec un fusil, finalement on décide de le mettre sous contrôle judiciaire et de donner une date devant un tribunal correctionnel à 1 mois. Et durant ce mois, alors qu'il avait interdiction d'approcher le domicile conjugal et d'entrer en contact avec son épouse, eh bien, il est quand même entré en contact. Il a failli à ses obligations. Il a tenté de la tuer, tentative d'assassinat, 15 coups de cutter, viol. Et il a été condamné, heureusement, mais l'avocat qui a plaidé pour lui a dit « c'était sa femme, c'était sa maison ». Est-ce que ça multiplie le risque qu'ils reproduisent le même schéma plus tard? Moi, je crois que c'est une question qu'il faut davantage poser à Mathieu Lacambre. Alors, malheureusement, et c'est du bon sens, un enfant qui est victime directe ou indirecte, ça fera un adulte fragilisé. Juste, on a dit des femmes, j'aime bien les chiffres aussi, après 15 ans, mais les premières victimes, en particulier les violences sexuelles, sont de sexe féminin. Hein. Les petites filles et les femmes. En France, c'est 1 femme sur 10, toute population confondue, qui est victime de violences conjugales. Et dans ces 1 sur 10, il y en a 1 sur 10 qui est victime de viols intraconjugaux. Ça vient faire effraction en permanence. Alors, chez le sujet jeune, ça a toujours des conséquences encore plus graves lorsqu'ils sont victimes directes ou indirectes, et on a des études qui sortent. Chez les sujets de sexe féminin, on avait des données qui traînent depuis longtemps, ça multiplie par 10 le risque de suicide, de dépression, on trouve des conduites alimentaires, d'addiction, parce que ce sont des conduites dissociantes. Et il y a une petite étude qui est sortie il y a peu de temps sur une population d'hommes, personnes de sexe masculin, victimes aussi de violences et d'abus, et il y avait un risque multiplié par 8 de conduite suicidaire. En sachant que là aussi, dans le film, on voit bien, au moment où elles vont dans la salle de bain, on est dans le repli stratégique, quand elle subit les violences, c'est probablement là qu'elle vient se réfugier. Elle ressort, il est détaché, et lui, il n'est plus dans son état normal. L'acteur joue remarquablement bien. Et donc là, il est sur un mode automatique. Hein. Donc lui aussi, il se dissocie. Attention. Hein. Donc sur ce profil-là, je trouve ça assez osé que la cousine renégocie en disant « Mais tiens, non, tu vas être gentil, tu vas dire le petit truc ».
C'est chaud ça quand même. Hein. Dans la vraie vie, un dissocié comme ça, faut prendre ses jambes à son cou ou lui mettre tout de suite un coup dans la tête. Hein. Parce que, enfin, vous voyez, c'est juste là, surtout un pervers un peu compliqué, là il a déjà pris sa décision. Il a le filtre préfrontal qui fonctionne plus. Hein. Donc juste pour revenir à l'impact des violences, forcément, probablement, il a été témoin au minimum. On parlait des imagos parentaux, c'est-à-dire quels repères proposent les parents en termes d'exemples, hein, mais aussi de modèles et de valeurs. Et ben, si la violence est une modalité d'interaction, eh ben, on va interagir. Vous voyez, avec cette espèce de déni, nous on parle de distorsion, c'est-à-dire cette fausse croyance, cette fausse représentation qui permet de maintenir une conduite et un comportement autour de « je t'aime, je te frappe », et d'ailleurs, tellement tu m'aimes, tu restes. Mais c'est fou ça. Et on va toujours dans une impasse, c'est chronique, d'une catastrophe annoncée cette histoire. Donc si nous pouvions tous être bien conscients que ça finit toujours mal, et c'est pas une histoire d'amour, hein, c'est pas la chanson, c'est pas de l'amour ça, hein. Ça c'est un malentendu. Est-ce que ça fait mal, madame? Parfois, oui. Moi, j'aimerais pas avoir ça quand je serai grande. Ça n'arrivera plus. Ne t'inquiète pas. Sandrine, s'il te plaît. Un jour, il te tuera.